Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire organisé par le Fonds de recherche du Québec. Mon nom est Mylène Deschênes, je suis la directrice des affaires éthiques et juridiques ici au Fonds de recherche et je suis accompagnée d'Emmanuelle Lévesque, qui est conseillère en éthique de la recherche. On est très heureux de lancer avec vous ce midi la consultation sur la future politique d'éthique en recherche du Fonds de recherche du Québec. Merci de passer un petit peu de temps de votre heure de lunch avec nous. C'est vraiment un moment très important pour nous. Puis merci à l'avance à ceux et celles qui prendront le temps là, de nous envoyer des commentaires. On va vraiment vous lire avec beaucoup d'attention. Avant de commencer, juste mentionner que cette présentation-là est enregistrée. Elle sera disponible là, sur notre site web. Les diapositives seront également disponibles. Et puis, on va avoir une séance à la fin de la présentation de questions-réponses. Cette séance-là, il y a deux façons pour vous d'y participer. Vous pouvez bien sûr en tout temps insérer des questions dans le Q&R. Ou à la fin, vous pouvez tout simplement lever la main pour pouvoir prendre la parole. On va essayer de répondre un petit peu à tout. Si jamais on ne réussit pas, on trouvera une façon là, de communiquer les réponses nécessaires par d'autres moyens. Sachez toutefois qu'on ne répondra pas par écrit dans le Q&R. On va vraiment répondre verbalement là, pour être plus efficace. Donc, sans plus tarder, là, débutons ce webinaire en vous parlant un petit peu des objectifs. On trouvait très important de vous parler avant d'entreprendre la consultation pour un peu expliquer dans quel état d'esprit on se trouve, c'est quoi notre démarche, où est-ce qu'on s'en va, vous donner un peu de contexte. Donc, l'objectif du webinaire, d'abord, c'est vous expliquer un petit peu le processus qui a mené à tout ça, vous présenter l'approche et la structure du projet de politique, vous fournir les modalités sur la consultation, puis répondre bien sûr aux questions au sujet de ces éléments-là. Je veux juste clarifier que l'objectif aujourd'hui, c'est pas tant qu'on entre dans des éléments de précision sur l'éthique de la recherche, là, comment fonctionne le consentement, etc., mais vraiment comment fonctionne notre consultation, puis un peu l'état d'esprit dans lequel on arrive avec une approche, je pense, un peu nouvelle par rapport à l'éthique de la recherche pour le Fonds de recherche du Québec. Donc, débutant par rapport au processus de développement, vous le savez, au Fonds de recherche, nous avons été regroupés sous une même bannière en vertu de la loi qui a créé le Fonds de recherche du Québec en 2024. Avant ça, il y avait dans chacun des secteurs des textes d'éthique en recherche qui étaient différents. Plusieurs d'entre vous connaissez bien sûr les standards en éthique du FRQS, FRSQ à l'époque, mais vous savez, à NT puis à SC aussi, on avait des références en matière d'éthique de la recherche qui étaient différentes. C'est certain que pour un titulaire d'octroi maintenant qu'on est regroupé, l'idée qu'il y ait plus qu'un document à consulter fait pas de sens. Là. Il fallait vraiment qu'on arrive avec une approche concertée. Donc, on a entamé une réflexion vraiment pour voir un peu qu'est-ce qu'on allait faire, quelles orientations on allait prendre par rapport à ça. Et aujourd'hui, on vous propose le fruit de nos consultations, de nos réflexions, pardon. Ça a débuté bien sûr avec un travail à l'interne, puis j'en profite pour remercier là, Emmanuelle Lévesque pour un travail vraiment important là, de ce côté-là. On avait, puis on savait que le statu quo était impossible. Je ne peux pas demander à mes chercheurs, dépendamment du sujet, de savoir avec quel document d'éthique en recherche ils vont devoir appliquer au Fonds de recherche du Québec. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose d'intégré. Donc, on a travaillé d'abord avec notre comité consultatif sur l'éthique pour voir un peu qu'est-ce qu'on veut que ça donne, quelle serait l'approche, quels seraient les objectifs. On a aussi apporté tout ça, après beaucoup de travail, au comité d'éthique et de gouvernance du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec, en tout cas sur l'approche, comme quelles étaient nos orientations. Puis là, on est à l'étape avec vous de la consultation publique. Donc, on est quand même au début d'un processus, bien qu'il y ait eu beaucoup de travail en arrière-scène. C'est pour ça que je dis que c'est très important pour nous, ce que vous allez nous dire lors de la consultation. On compte vraiment sur vous. Il y aura d'autres étapes qui vont suivre, bien sûr, là, après la consultation, amélioration du texte, ramener ça à nos différents comités, ramener ça au conseil d'administration avant une entrée en vigueur. Est-ce que ce sera cet été? On l'espère, mais on verra. Ça va dépendre de ce que vous allez nous en dire. J'aimerais en profiter également pour remercier le comité consultatif du FRQ sur l'éthique de la recherche. Vous voyez les membres du comité qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied avec nous pour arriver avec un premier projet qui va se bonifier au fil des ans,
puis encore une fois, dépendamment des réponses que vous allez donner à notre consultation. Mais c'est avec eux que tout ça a vraiment pris forme. Je les en remercie. Alors, débutons un petit peu pour entrer dans l'approche, puis Emmanuel va poursuivre avec un peu la structure. Je pense que c'est important vraiment de parler des orientations de ce qu'on a choisi de faire. D'abord, on voulait, comme je le disais, ça nous prend un outil unique qui vise toutes les disciplines. C'est comme ça que les chercheurs travaillent. De toute façon, vous, les chercheurs, vous travaillez dans une approche qui est souvent multisectorielle. Donc, l'idée qui est par secteur, un texte faisait moins de sens. Donc, on veut vraiment quelque chose qui est proche de vous puis qui va répondre à vos besoins. Donc, ça nous prenait un seul et même document. On se disait, ça serait le fun qu'il y ait quand même une visée éducative, une volonté de simplifier tout ça. Donc on a comme en arrière de la tête l'idée de garder ça simple, accessible, peut-être même un peu plus court si c'est faisable. Donc, on choisit bien nos mots, on garde ça vraiment sur l'essentiel. On essaie de pas trop en dire pour que ce soit quelque chose qui soit accessible et que ce soit lu. Donc, ça, c'est un autre objectif. On a aussi choisi, puis là, ça c'est vraiment une orientation importante qu'on vous dévoile aujourd'hui, d'appliquer la norme fédérale, de officiellement faire nôtre le PTC2 pour la recherche avec des participants humains. Je pense que c'est un document que vous connaissez, qui est déjà de toute façon en application dans vos établissements. Dans cette perspective de simplification, c'était comme une voie naturelle de se dire, OK, ben allons-y avec ce que de toute façon est en application dans nos établissements et de vraiment prendre une démarche officielle de dire, OK, c'est ça le document de référence. Je mentionne au passage que dans cette idée-là d'aller vers cette approche, le scientifique en chef du Québec a écrit au président des agences fédérales pour déclarer un peu notre intention, mais surtout solliciter une collaboration là, étroite avec le secrétariat fédéral, donc l'équipe de Karen Wallace, avec qui on travaille déjà en étroite collaboration, mais surtout pour être capable d'avoir un petit peu de prévisibilité, voir venir là, quand il y a des changements, compte tenu qu'on fait nôtre ce document qui va faire partie de nos documents officiels. Donc, ça a été super bien reçu. Je remercie là, les agences fédérales à l'avance là, de cette belle collaboration. Ça fonctionne bien en conduite responsable en recherche. On imagine qu'on va avoir le même modèle là, en matière d'éthique de la recherche. Ceci dit, vous le savez, si vous travaillez dans le domaine de l'éthique de la recherche, vous faites de la recherche, la simple lecture de l'EPTC2 n'est pas toujours suffisante pour savoir quoi faire au Québec. Il y a des particularités, il y a des éléments dont on doit tenir compte, il y a des différences législatives. Donc, c'est une opportunité pour nous dans ce document-là de les mettre en lumière pour faire en sorte que les chercheurs sachent à quel moment effectivement on doit faire attention, on doit être vigilant parce qu'il faut considérer d'autres textes, le Code civil parfois des documents, par exemple, qui émanent des ministères de la Santé, etc. Donc, un des objectifs, une des orientations qu'on se donne, c'est d'arriver avec des petites lumières rouges pour clarifier certains de ces endroits où il y a des divergences. Ce sera un des éléments de notre annexe que Emmanuel va vous présenter tout à l'heure. Donc, on ne reprendra pas le texte au complet, mais le but, c'est vraiment de mettre une petite lumière rouge sur, attention, chercheurs, chercheuses au Québec, que telle ou telle exception qui existe dans le PTC2, ça ne s'applique peut-être pas. Deuxième élément qu'il y aura dans l'annexe, ce sera parfois d'imposer aux besoins des exigences que je vais appeler des exigences Fonds de recherche du Québec, là où on pense qu'on a besoin de refléter une position éthique du FRQ. C'est certain que combiné avec notre objectif de simplification, le but, c'est pas d'en faire plusieurs énoncés. Je pense qu'il sera approprié à l'occasion d'en émettre quelques-uns. Dans la version que vous allez voir au moment de la consultation, il n'y a pas encore de telles exigences qui viennent puis qui sont énoncées par le FRQ, mais elles seront clairement annoncées dans le document, toujours dans l'annexe, pour que les chercheurs puissent rapidement s'y retrouver. C'est sûr que le document invite dans son introduction à mener une réflexion éthique basée sur les principes directeurs de manière constante là, dans le travail qu'on fait, puis impose ensuite un certain nombre d'exigences. On a choisi comme orientation, d'ailleurs, à cet effet-là, vraiment d'avoir une approche holistique visant les trois sphères
interdépendantes de la recherche, que ce soit de la dignité des êtres humains, le respect de l'environnement ou le bien-être animal. On voulait que ces trois éléments-là soient considérés dans notre document. Et vous allez le voir dans l'introduction, on a tenté vraiment d'arrimer ces trois morceaux-là pour être sûr que, encore une fois, qu'il y a une démarche éthique, de réflexion éthique qui est cohérente, mais qui est globale à la lumière. En fait, ça reflète le type, encore une fois, de projet de recherche que les chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes du Québec mènent en matière scientifique. Puis, c'est pas nouveau, là. On était déjà dans nos textes qui existent présentement. Vous savez, on a la politique sur la conduite responsable en recherche, les règles générales communes, le plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche. Donc, on était déjà dans cet état d'esprit holistique, mais on va le confirmer dans notre document. Puis, bien que je vous ai parlé beaucoup de l'EPTC2, qui, évidemment, pour la portion participant avec des êtres humains, est extrêmement importante, on néglige pas non plus là, les autres aspects dont je viens de parler dans cette approche holistique-là. Donc, je vais maintenant céder la parole à Emmanuelle pour qu'elle vous parle vraiment un peu plus de la structure du document et de la démarche qu'on entreprend. Merci, Mylène. Donc, allons-y avec la structure de la politique. Donc, la politique est divisée en 7 sections de A à G. La section A présente une brève mise en contexte. La section B va présenter la structure et la portée de la politique, donc à quelle recherche s'applique la politique. Les sections C, D et E portent chacune sur l'une des 3 sphères visées par la politique, soit la dignité des êtres humains, le bien-être animal, le respect de l'environnement. La section F va présenter la date de mise en œuvre et la section G va être l'annexe. Elle se rapporte uniquement à la recherche avec des êtres humains et je vais vous l'expliquer plus en détail bientôt. Les sections C, D et E ont la même structure. D'abord, on a une introduction qui démontre l'importance de mettre en place des balises éthiques dans la sphère en question. Elle contient aussi les principes directeurs qui devraient guider la réflexion éthique dans chacune des sphères. Ensuite, au point 2, on va retrouver les exigences imposées par le FRQ. La première va toujours être de mener une réflexion visant à orienter une conduite respectueuse des êtres humains, des animaux ou de l'environnement et en étant fondée sur les principes directeurs qui auront été exposés juste avant dans l'introduction. Ensuite, dans cette section-là, on va aussi retrouver les autres exigences éthiques du FRQ, soit celles qui sont élaborées par le FRQ lui-même ou encore parfois c'est des normes externes qui sont des standards qui sont maintenant reconnus que le FRQ a choisi d'appliquer. Regardons la section sur la dignité des êtres humains. Donc, comme expliqué plus tôt, le FRQ a choisi d'appliquer l'énoncé de politique des 3 conseils, le PTC au Québec, pour la recherche avec des êtres humains. Les principes qui doivent guider la réflexion éthique sont donc ceux de l'EPTC, soit le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice. L'application de l'EPTC au Québec, comme ma collègue l'a expliqué, s'entraîne des enjeux puisqu'il y a des divergences entre cette norme fédérale et des exigences québécoises. Donc, l'annexe vise donc à apporter une solution face à cette situation. L'annexe va contenir les exigences du FRQ face à certaines divergences entre le PTC et des normes légales et administratives québécoises à portée obligatoire. Donc, par exemple, ça pourrait être des lois québécoises qui empêchent d'appliquer certaines dispositions de l'EPTC au Québec. Actuellement, seulement certaines divergences sont traitées dans l'annexe. Il en existe évidemment d'autres. Cette annexe-là sera bonifiée et mise à jour périodiquement avec les règles générales communes, possiblement annuellement. Elle a aussi une visée éducative, l'annexe, puisqu'on veut aider la communauté scientifique à s'y retrouver parmi les nombreuses normes qui sont en place en éthique. Puis, comme il a déjà été mentionné, pour poursuivre le développement de l'annexe, il y a déjà un dialogue qui est en place. Donc, d'abord avec le secrétariat fédéral à la conduite responsable en recherche, qui s'occupe de la mise à jour de l'EPTC, et aussi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui, lui, adopte des normes des normes administratives à portée obligatoire
pour le réseau de la santé et des services sociaux. Le contenu maintenant de cette annexe, on a d'abord un glossaire. Ensuite, on va traiter des divergences qui traitent de l'évaluation par un CER. Donc, d'abord, l'exemption à la communication de renseignements sans consentement, la reconnaissance d'un CER externe, ainsi que les membres ayant une connaissance des lois applicables. Ensuite, l'autre section va concerner les divergences qui touchent le consentement. Actuellement, on traite seulement de celles qui concernent la dispense de consentement dans 2 situations, lorsqu'on fait l'utilisation secondaire de matériel biologique et en situation d'urgence médicale. En ce qui concerne la section D sur le bien-être animal, le FRQ propose d'exiger que l'utilisation d'animaux se fasse conformément aux normes du Conseil canadien de protection des animaux. Donc, les 3 principes directeurs qui sont proposés découlent de ceux qui sont utilisés par le Conseil canadien de protection des animaux, soit le remplacement, la réduction et le raffinement. En ce qui concerne le respect de l'environnement, le FRQ s'appuie principalement sur les exigences qui sont déjà en place par son plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche. Donc, ça, c'est déjà connu et implanté dans le milieu. Les 2 principes directeurs qui sont proposés sont d'abord la responsabilité partagée, où on demande au milieu de la recherche de contribuer aux efforts collectifs de protection de l'environnement. Et ensuite, la prise en compte des impacts environnementaux, où cela signifie qu'il est essentiel de considérer les effets potentiels de la recherche sur l'environnement. Quelle est la portée de cette politique-là? Donc, qu'est-ce qu'elle couvre? Vous avez ici, en guillemets, les phrases exactes que vous allez retrouver dans le projet de politique. Notre intention, c'est de viser toute recherche dont le financement provient d'un octroi du FRQ, que ce financement-là soit partiellement ou totalement de source d'un octroi du FRQ. Et on vise aussi toute recherche qui serait menée sous les auspices d'un établissement gestionnaire. Ceux qui sont familiers avec l'éthique de la recherche avec des êtres humains, vous remarquerez certainement que la formulation est empruntée à l'EPTC afin de refléter le même concept et la même portée. Parlons maintenant de l'entrée en vigueur. Encore une fois, ici, vous avez la phrase exacte qui se retrouve dans le projet de politique. L'intention du FRQ, c'est de viser toutes les activités de recherche qui vont être initiées à partir de la date de mise en vigueur. Donc, on ne vise pas d'effet rétroactif et on espère faire synchroniser cette date d'entrée en vigueur-là avec la mise à jour des règles générales communes qui se fait annuellement au début juillet au FRQ. Quelles normes seraient remplacées ou peut-être conservées avec la nouvelle politique? 2 normes seraient remplacées, donc la politique d'éthique en recherche du Fonds Nature Technologie, les standards du FRSQ sur l'éthique de la recherche en santé humaine. Nous aurons à faire un ajustement au niveau des règles générales communes, seulement pour tenir en compte l'entrée de la nouvelle politique. Et 2 éléments qui seraient conservés, le plan d'action sur la responsabilité environnementale serait conservé tel quel et la politique sur la conduite responsable en recherche aussi. Maintenant, parlons des modalités de la consultation. Je présume que c'est l'élément que vous attendez depuis le début. Pourquoi on fait une consultation au FRQ? D'abord, une des valeurs du FRQ, c'est l'ouverture. Donc, une consultation publique, c'est évidemment quelque chose de cohérent avec cette valeur-là. On souhaite enrichir la réflexion des différentes perspectives, idées, expériences que vous pourriez avoir. On voudrait aussi identifier des éléments qui manquent de clarté dans notre proposition ou qui pourraient poser des enjeux d'implantation. Donc, vous êtes nos yeux et nos oreilles, vous savez comment ça se passe sur le terrain et c'est très précieux pour nous de pouvoir anticiper ces enjeux d'implantation-là pour pouvoir s'ajuster d'avance. On veut aussi s'assurer que les exigences qu'on met sont cohérentes avec la réalité que vous vivez sur le terrain pour favoriser l'adhésion de la communauté scientifique. Comment ça va se dérouler? D'abord, la période, ça démarre dès aujourd'hui et ça va jusqu'au 15 mars 2026.
Les commentaires vont être recueillis via un formulaire à remplir en ligne, donc c'est la seule manière de nous transmettre vos commentaires. Et c'est ouvert à toute personne ou tout organisme qui s'intéresse à l'éthique de la recherche. Comment on va utiliser ces commentaires-là? Bien, d'abord, évidemment, on va les analyser. On risque de partager certains commentaires de façon anonyme et agglomérée avec le comité consultatif qui nous accompagne depuis le développement de cette politique-là. Et il est possible qu'on diffuse publiquement un résumé de l'ensemble des réponses obtenues, mais de façon anonyme afin de ne pas identifier aucun répondant. Après la consultation, les étapes à venir, bien, on va faire une version améliorée de la politique. On va la soumettre pour adoption à notre conseil d'administration. On espère une entrée en vigueur au début de juillet 2026 si tout se déroule bien. Et par la suite, là, on va avoir des activités de dissémination et de formation. Vous allez trouver peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas dans le détail de vous expliquer tout parce qu'on souhaite vraiment que vous puissiez lire la politique de votre côté et nous dire ce que vous en comprenez sans qu'il y ait quelqu'un du FRQ qui l'interprète à côté. Mais une fois qu'on va avoir une politique adoptée, là, on va vraiment faire des activités où on va aller vous former sur la politique, on va l'expliquer, puis on va aller vers vos milieux pour la disséminer. Alors, voici l'adresse courriel si vous voulez accéder à toutes les informations concernant la consultation. Donc, il y a une page web qui vient tout juste d'être mise en vigueur. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour faire la consultation, notamment le texte de la consultation. Vous allez trouver le lien vers le formulaire web à remplir. Puis, il y a aussi une version PDF du formulaire à remplir. Je vous suggère de le consulter d'avance pour pouvoir voir toutes les questions parce que lorsque vous arrivez sur le formulaire en ligne, idéalement, on remplit tout ça d'une seule fois en mettant toutes nos réponses et après, on ferme. Donc, c'est peut-être préférable de se préparer d'avance. Donc, je vous laisse évidemment aller voir toutes les informations. La version PDF du formulaire pour se préparer d'avance est dans la foire aux questions. Et maintenant, on arrive à la période des questions, donc on va avoir la chance de vous entendre. Vous avez deux façons de poser vos questions. Vous pouvez lever la main. À ce moment-là, à la fois, on va activer le micro. On va vous autoriser à activer votre micro et votre caméra. De votre côté, vous devez cliquer pour les allumer. Et vous pouvez aussi, dans le Q&R, lorsque vous voyez cette icône-là, poser une question. C'est à cet endroit-là que vous pouvez poser une question et on va y répondre ici verbalement. Ils vont apparaître de notre côté. Donc, si vous ne voyez pas les questions de tout le monde apparaître, c'est normal, elles nous apparaissent à nous ici. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je vais arrêter le partage, puis je vous invite à lever votre main. Puis, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Peut-être en attendant, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions encore en ligne, où je ne vois pas de main levée. Peut-être insister là, sur un point quand vous allez voir cette première version du texte. Vous allez peut-être vous dire, ben c'est court. C'est sûr que là, à cette étape-ci, on cherche vraiment à voir est-ce que le format convient, est-ce que l'approche qu'on vous propose convient, est-ce que les orientations qu'on vous a exposées aujourd'hui conviennent. Mais tu sais, à terme, j'imagine que cette fameuse annexe où on voit soit des éléments où il y a des divergences entre le PTC2 puis ce qui peut se faire au Québec, ainsi que peut-être des éléments que le Fonds de recherche du Québec va énoncer. Cette annexe-là va se bonifier d'année en année, ce qui fait que la version 1 que vous voyez aujourd'hui apparaît relativement peut-être simple. Je pense qu'au fil des ans, à mesure qu'on va s'approprier cet outil-là puis le travailler avec notre comité, mais bien sûr avec vous, la communauté, ce sera peut-être à vous de nous signaler, hey, ce serait le fun que le FRQ clarifie
peut-être certains aspects, comment ça s'applique au Québec, qu'est-ce qui s'applique moins bien de l'EPTC2, ça fera partie là, du travail qu'on va faire en continu. Donc, si certaines personnes disaient, ah ben là, ils prennent juste l'EPTC2, ça va être, non, il y a un engagement du Fonds de recherche du Québec à être actif dans le dossier, à s'assurer qu'on continue à réfléchir avec vous, la communauté scientifique, sur les questions d'éthique. Puis ça va nous obliger, nous, à vraiment travailler, là, comme je dis, de manière continue, cette annexe-là sur les participants humains, qui va devenir, d'après moi, un outil très important. Donc, je regarde dans le clavardage, je n'ai pas encore de questions ou d'éléments de commentaires, et je regarde s'il y a des mains levées et je n'en vois pas. Peut-être, j'en ai une. Oui, allons-y. Attends, Guillaume, je t'ouvre le micro. Je suis pas sûre que je suis autorisée le micro. C'est parti. Donc, Guillaume Paris. Guillaume, la parole est à toi. Guillaume, est-ce que tu nous entends? J'ai tout bien fait. Je vais essayer de mon côté. Je pense que c'est mon côté. Là, on entend. C'est bon. Donc, en fait, oui, c'est ça. Ben, ce que je disais, c'est félicitations pour l'effort d'harmonisation, comme Judith le mentionnait dans le clavardage. Peut-être deux éléments. Le premier, les particularités au Québec, c'est surtout en lien avec la loi 25 et la loi 5. Est-ce que le document va aborder ces enjeux-là? Parce que ça, c'est un réel casse-tête présentement. Tout ce qui concerne la terminologie par rapport au chapitre 5 de l'EPTC, le lien avec ce qui est un renseignement personnel ou pas, ce qui est confidentiel ou pas, ce qui est considéré comme anonyme ou pas, ou anonymisé, puis en lien avec la loi 5 aussi, c'est un réel casse-tête. Puis ça, je dirais, c'est vraiment l'enjeu, je pense, prioritaire au Québec présentement. Donc, je serais curieux de vous entendre, puis j'ai un deuxième commentaire après. OK, bien, je peux commencer avec ça. Dans la première version, vous allez voir pour la consultation, ça n'y est pas. On est conscient que c'est un enjeu important puis qui est à travailler, mais ça fait partie des choses qu'éventuellement, oui, absolument. On verrait que dans une version 2, ce serait une priorité de dire, OK, on va apporter des éléments de précision pour autant que ça tombe dans notre champ de compétences. Fait que là, je vais m'expliquer, c'est que il y a des éléments d'interprétation pour lesquels je ne peux pas aller plus loin que j'ai une certaine prudence à exercer par rapport à ce que les établissements pourraient décider qu'ils font en termes d'interprétation. Mais si on peut faire œuvre utile pour clarifier des points, Guillaume, où on se dit, OK, au Québec, là, on sait que un renseignement personnel, c'est pas la même chose que ce qui est écrit dans, comme tu l'expliquais à l'instant, que ce qui est écrit dans la section, je pense que c'est chapitre 5, chapitre 5 de la PTC2. Je pense que c'est exactement le genre de choses qu'on cherche à faire, mais ça va nécessiter une discussion, un dialogue avec plusieurs intervenants pour être sûr qu'on apporte le consensus qui fait, pour lequel tout le monde est d'accord. On ne veut pas amener plus de complexité, on veut simplifier les affaires. Donc, j'aimerais ça, si vous jugez que c'est une priorité, mettez-le nous dans la consultation, ça va orienter nos travaux pour la suite des choses. C'est bon. Merci. Mon deuxième commentaire. Pourquoi un mois seulement? Pourquoi je m'excuse, je n'ai pas entendu. Pourquoi un seul mois de consultation? Bien, en fait, c'est que si on veut que ça entre dans les prochaines versions des RGC, on est serré dans le temps. Puis c'est pour ça que la première version que vous avez dans les mains, l'annexe n'est pas très, très longue. Là. Vous allez voir, c'est très, très court. C'est un peu ça. Si jamais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas réaliste, vous nous le direz puis on va s'ajuster. Mais sinon, ça veut dire qu'on attend une autre année avec une situation qui est intenable où les chercheurs sont sur 3 textes. Je pense qu'on a hâte que ce soit plus le cas. Dans le calendrier des RGC, il y a juste un moment dans l'année où on peut faire ces approbations-là puis ces changements-là, puis ça vient au mois de juin. Fait que le temps qu'on ait tout ça en place, on n'a pas d'autre opportunité. C'est une opportunité annuelle qui se présente à nous. Merci, Guillaume. On a une question par le QR. On demande, est-ce que le EPTC aura des informations sur l'utilisation d'outils d'IA lors de la manipulation des données des participants ou pour la transcription? Donc, est-ce qu'on touche spécifiquement à ça? Bien, pour l'instant, dans la version que vous allez voir, il n'y a pas ces éléments-là. Je pense que pour l'instant, le PTC2 n'aborde pas cette question-là, puis ce sera au secrétariat fédéral de décider s'il y a des nouvelles orientations qui se prennent de ce côté-là.
Après, si jamais on sent qu'au Québec, on a un besoin d'aller clarifier des éléments, c'est justement un exemple de choses où le fonds pourrait décider qu'on émet une norme d'éthique ou quelque chose en éthique qui nous est propre, même si ce n'est pas directement mentionné dans le PTCB. Ça pourrait être un bon exemple. Encore une fois, si vous pensez que c'est un besoin qui est prioritaire, c'est une belle opportunité lors de cette consultation-là de nous le signaler parce que ça va orienter nos travaux à venir. On a une question d'une main levée de Pierre, donc je vais autoriser votre micro et autoriser votre caméra. On n'a pas de nom de famille, donc on y va comme ça. Donc, vous devez vous-même de votre côté maintenant ouvrir caméra et micro pour pouvoir nous parler. Bonjour! Bonjour. Merci de l'invitation et de l'initiative que vous avez entreprise. Juste pour faire un petit peu de mélange sur ce qui vient d'être dit, l'intelligence artificielle est un incontournable. Ça fait 3 ans que l'intelligence artificielle a commencé à prendre de l'ampleur. Avec Guillaume et d'autres personnes, on est en train d'organiser le colloque du CERIS de septembre prochain. Et dans notre comité scientifique, l'intelligence artificielle, comme on dit, surgit quasiment à tous les coins de rue, que ce soit au niveau de la formulation des propositions de recherche, que ce soit au niveau de la confidentialité, que ce soit au niveau des formulaires de consentement. Il va falloir accorder une attention particulière à ça et comment ça s'infiltre un peu partout. C'est vrai que le PTC n'en parle pas, puis on a... Ce qui est triste, c'est les consultations, c'est bien, mais par le temps qu'on arrive à quelque chose, c'est déjà désuet. Il va falloir avoir comment je pourrais dire, une démarche dynamique pour pouvoir réagir en temps réel et pas simplement parce que ça, j'ai produit un document pour un éditeur qui traite de l'éthique de la recherche et qui fait le pourtour de tous les grands textes mondiaux sur l'éthique de la recherche. Et on s'aperçoit qu'on traîne beaucoup. Prenez juste la question des standards du FRSQ qui date de jadis naguère, là. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on fait une consultation, oui, mais si on en arrive avec un texte qui est coulé dans le béton pour des années et des années, ça va devenir assez vite désuet. Alors, je ne sais pas comment vous prévoyez mettre en œuvre la consultation, oui, mais les textes, mais il faut qu'il y ait des équipes qui soient capables de réagir rapidement, parce que ce qu'on entend dans la communauté scientifique, c'est il y en a qui sont apeurés, il y en a d'autres qui sont inquiets, il y en a d'autres qui sont angoissés. Alors, je m'arrête ici pour que cet élément-là ne soit pas oublié et qu'il fasse partie de la réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Puis je pense que c'est là où il y a une certaine originalité dans ce qu'on vous propose comme outil d'éthique en recherche. C'est que la fameuse annexe en question, c'est une annexe qu'on va bonifier annuellement, puis où là, on va être capable d'avoir une certaine agilité. Vous allez voir, là, il y a une intro, cette intro-là, je ne m'attends pas à ce qu'elle bouge beaucoup, là. Puis c'est assez court, puis c'est assez général. Je ne pense pas que ça a besoin de bouger beaucoup. Mais cette annexe-là, en fonction des priorités que vous allez nous dicter, la communauté de la recherche, la communauté de l'éthique en recherche, je pense qu'il va y avoir de la place pour un certain dynamisme. Pierre, tu mentionnes un dynamisme réactif. J'aimerais ça qu'on soit capable d'être réactif, mais quand on travaille dans des agences de financement, il y a toujours un enjeu d'être sûr qu'on ne crée pas non plus un chaos. Juste mentionner au niveau des standards en éthique du FRQS, il y avait eu des travaux très, très importants menés par le Fonds de recherche du Québec pour les mettre à jour. Mais à l'étape de la consultation, on a rencontré 2 nœuds, puis c'était encore une fois la question des données puis de l'utilisation des données pour lesquelles, à l'époque, on n'avait pas encore au Québec le cadre juridique qu'on a là. Donc, ça nous avait un peu bloqué, je dirais.
Donc, c'est pas parce que ça n'avait pas été réfléchi, mais c'est dans ce sens-là que je pense que l'outil qu'on vous propose là nous donne un peu plus d'agilité. Puis encore une fois, écrivez-nous-le que vous pensez que c'est ça la priorité. Ça va vraiment orienter les prochains travaux à venir. On a une question maintenant de Annabelle Cumin. Donc, j'autorise votre micro, votre caméra. Merci. Merci beaucoup. Désolée, je suis en déplacement, alors je ne vous ouvrirai pas la caméra. D'abord, merci. Je trouve que c'est une initiative vraiment intéressante, surtout pour répondre à l'objectif avec l'exemple de Guillaume de nous aider, d'aider les chercheurs, puis d'aider le milieu de la recherche à réconcilier lorsqu'il y a des écarts entre le PTC et les lois comme la LRSSS. Par contre, moi, j'aurais vu l'IA. Vous voyez, moi, je l'aurais vu différemment. L'IA, les défis éthiques entourant de l'IA ne sont pas propres au Québec. Et moi, j'aurais vraiment préféré, je pense, que ce soit d'encourager le GER, là, le groupe des 3 conseils, à faire des interprétations si ce n'est pas encore fait. Pardon, à la lumière des principes directeurs auxquels on tienne tous. Parce que pour moi, c'est d'abord de voir qu'est-ce qui existe déjà. Et je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui se retrouvent une fois qu'on se remet en tête les principes directeurs. Et je ne vois pas de spécificité québécoise qui ferait en sorte que ça vaut la peine, encore une fois, de mettre le chercheur devant ces politiques institutionnelles, ce qui arriverait des FRQ, puis les 3 conseils. Donc, j'aurais fait le LRSS comme exemple où c'est vraiment utile, puis un enjeu qui n'est pas propre au Québec. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Merci, Annabelle. Je le disais là, tantôt aussi, je ne peux pas répondre pour les agences fédérales de financement et les orientations qui seront priorisées ou mises de l'avant dans les futures politiques d'éthique en recherche. Notre but, nous, c'est de nous adosser, puis je pense que notre orientation de s'adosser à l'EPTC2, c'est vraiment d'arriver puis de dire qu'effectivement, la recherche, il y a un bon corpus qui est commun à tout le monde. Puis effectivement, s'il y a quelque chose qui, du côté du fédéral, avance, on va faire comme on fait, on va s'appuyer là-dessus. Après, si on voit qu'il y a urgence en la matière, qu'il y a un vacuum, puis qu'on peut faire œuvre utile, on peut certainement ajouter un ou quelques éléments. Puis encore une fois, l'élément de simplification reste tout le temps dans ma tête. Là, hein. Fait que le but, c'est pas de compliquer les choses, là, mais je pense que l'outil qu'on vous propose, le document qu'on vous propose nous donne une agilité pour être capable de faire ça, mais ce n'est pas une agilité sur un dizaine, c'est une agilité annuelle de pouvoir ajuster des éléments là où on pense que la communauté scientifique nous dit qu'il y a un besoin réel. Ce besoin-là n'est pas comblé au Québec. On ne sait pas ce qui a besoin d'être fait au Québec. Est-ce que vous pourriez apporter une précision? Je pense que ça, c'est faisable. Mais tu sais, notre démarche ici, en ayant choisi d'aller vers le PTC2, c'est que si le PTC2 se prononce sur la question, on va commencer par faire nôtre ce qui se présente au fédéral. On a une question de Virginie Lecourt, donc j'autorise votre caméra et j'autorise votre micro. Allô? Oui. Oui. Merci beaucoup. Je trouve votre approche vraiment intéressante dans l'approche holistique. Mais je ne sais pas comment vous avez fait l'introduction, mais je trouve que ce serait intéressant aussi de vous approcher d'une seule santé pour que justement ce ne soit pas uniquement des approches en parallèle, mais vraiment dans une dynamique globale qui amène une réflexion, une posture, j'ai envie de dire, de fond, une posture holistique de fond. Donc ça, c'est ma première remarque. Et voilà, la deuxième qui est autour, j'appuie sur la réactivité, l'agilité, etc. D'autant que vous arrimez à d'autres textes de référence. Alors, bon, le PTC, on le connaît bien, mais il y a aussi en éthique animale le CCPA, vous en faisiez mention. C'est aussi un organisme qui évolue beaucoup, qui évolue vite, hein, avec beaucoup de changements. Donc, de faire que là aussi, on ne soit pas que les conseillers, conseillères, les comités de protection des animaux, les chercheurs eux-mêmes, soient pas pris entre deux feux pour l'éthique animale également. Et en tout cas, moi, comme directrice intérim du bureau de la conduite responsable en recherche de l'Université de Montréal, je vais intégrer aussi mes conseillères en éthique animale dans cette réflexion-là, dans la consultation. On va faire certainement une réponse de bureau éthique animale et éthique humaine, justement pour pouvoir avoir ces deux approches-là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Virginie, pour vos commentaires. Je pense que, en tout cas, c'est la première fois au Fonds de recherche du Québec qu'on intègre vraiment là, la dimension holistique, puis on en est vraiment très heureux parce que je pense que ça reflète bien ce que doit être l'éthique de la recherche, puis ça vers quoi on avance. Après, est-ce qu'on va ajouter une seule santé? Je ne suis pas certaine, mais je pense que les composantes, en tout cas, très certainement, sont là pour avoir cette pensée holistique. On sera très heureux là, de vous lire là, avec la perspective que vous apportez là, pour bonifier éventuellement notre section 1. Mais je répète encore, quand vous allez voir la version actuelle, c'est une version où vous allez dire, OK, mais c'est relativement court. Puis effectivement, là, pour l'instant, c'est relativement court. On veut que la section 1 reste courte. On ne veut pas écrire quelque chose de très long. On veut que ce soit accessible et que ce soit lu. Et l'annexe sera bonifiée en fonction des champs de travail, je dirais des chantiers sur lesquels vous allez dire, hey, sur le terrain, il y a de la confusion. Là, les chercheurs ne savent pas que telle section de l'EPTC s'applique différemment ou encore, comme on disait tantôt, il y a des priorités qui devraient être mises de l'avant là, pour qu'on clarifie les choses. On a un commentaire de Daphné Ménard qui nous informe que le Conseil canadien de protection des animaux devrait publier très bientôt des nouvelles lignes directrices sur ces principes éthiques et elle nous invite à s'arrimer avec ces futures lignes directrices-là. Donc, merci beaucoup de l'information. On n'était pas au courant, puis vous avez indiqué que vous allez mentionner dans votre formulaire de consultation. Merci, puis certainement qu'on va prendre ça en compte. On n'a pas de nouvelles questions, il n'y a pas de nouvelles mains levées non plus. Ça fait le tour. Écoutez, donc, je veux vous remercier beaucoup à l'avance du temps que vous allez nous accorder là, au cours des prochaines semaines pour nous envoyer des commentaires. Je peux vous assurer qu'elles seront toutes lues, tous vos commentaires seront lus et analysés, puis sont très importants pour nous. On veut vraiment faire œuvre utile là, avec ce document-là. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus, puis on va vraiment travailler dans le sens d'aider la communauté scientifique, puis faire en sorte que l'éthique de la recherche soit vraiment un document qui est vivant et qui est utile pour notre communauté scientifique. Donc, merci d'avoir été avec nous ce midi. On vous rappelle sur notre page web, là, toutes les informations sont là, mais on demeure à votre disposition si jamais vous avez des questions, puis au plaisir d'échanger avec vous dans le futur. Merci, au revoir. Au revoir.